Bonjour, je suis le Dr Pequet. Le sujet que je vais traiter concerne les effets indésirables lors de l'utilisation de la ceftriaxone par voie sous-cutanée. La ceftriaxone est un antibiotique bactéricide de la famille des céphalosporines de troisième génération, isolé en 1978 et synthétisé, commercialisé en 1984, date de l'AMM en France. L'AMM initiale comportait en France le mode d'administration sous-cutanée à côté de la voie intramusculaire et intraveineuse. La ceftriaxone a une disponibilité hospitalière, puis en médecine de ville à partir de 1988. Depuis, la consommation de cet antibiotique n'a connu qu'une augmentation. Parallèlement et principalement en médecine gériatrique, l'emploi de la voie sous-cutanée pour l'administration d'hydratation et de médicaments s'est développé de façon croissante. En 2014, il y a eu une révision du résumé des caractéristiques du produit dans le cadre de la procédure d'harmonisation européenne qui a relevé les points importants suivants. Donc le risque de précipitation au site d'injection en bolus intraveineux direct de moins de 5 minutes, qui est également rapporté lors d'administration associée avec des produits contenant du calcium, ce qui est relaté dans les précautions d'emploi, et devant des signalements de problèmes de tolérance à type d'abcès et de lésions nerveuses, amenant à une préoccupation de sécurité, avec plusieurs restrictions d'usage. Posologie intramusculaire limitée à 1 g par site d'injection, si nécessité de plus de 2 g par 24 heures, recours à la voie intraveineuse, et l'administration sous-cutanée n'a pu être autorisée devant le peu d'études cliniques évaluant la tolérance par cette voie. En France, l'ANSM a fait suivre ces changements par une lettre d'information professionnelle de santé, en précisant que l'usage d'un médicament AMM est possible en France s'il est sujet indispensable par le clinicien au regard de la balance bénéfice-risque pour le patient, en l'en informant ou sa famille. Les autres antibiotiques ayant une AMM initialement pour la voie sous-cutanée étaient les aminosides, qui ne l'ont plus également pour des problèmes de tolérance cutanée, dont des nécroses, et le thiophénicol, mais qui est peu employé. Plusieurs études de pharmacocinétique retrouvent des paramètres non différents entre la voie intraveineuse et la voie sous-cutanée. En 2019, une lettre de rappel des restrictions de 2014 a été émise par la NSM, rappelant la possibilité d'effets indésirables lors d'administration sous-cutanée d'antibiotiques, réaction au site d'injection, érythème, rash, douleur, œdème et dans des rares cas, nécrose. L'usage était poursuivi, principalement concernant les sujets âgés, ce qui paraît constituer une particularité française. En 2013, l'enquête de pratique menée par la Société de pathologie infectieuse de langue française et la Société française de gériatrie interrogeait 382 médecins et retrouvait une utilisation des antibiotiques sous-cutanés chez 98% des gériatres et 92% des infectiologues, avec la ceftriaxone en antibiotique le plus utilisé. 100% de ces médecins utilisaient la ceftriaxone, devant l'ertapenem et la teicoplanin. Les justifications de cet emploi sont bien exprimées dans cette étude, je ne vais pas les expliciter. En 2021, une nouvelle enquête de pratique menée auprès de 369 médecins généralistes dans 36 départements français, dont 87% interviennent en EHPAD, retrouvait une utilisation d'antibiotiques par voie sous-cutanée chez 55% d'entre eux, avec également en molécule la plus employée, la ceftriaxone. Une étude prospective coordonnée par le groupe d'infectiogériatrie concernant ce sujet est en cours. Alors, il existe des publications concernant la tolérance de l'administration des antibiotiques par voie sous-cutanée dans la littérature, quasi uniquement française. Ce tableau reprend les séries ou les cas publiés de patients ayant présenté des effets indésirables sous ceftriaxone sous-cutanée, tout issu d'études prospectives, hormis l'étude de 2014 de Gauthier, et représenter les modalités d'administration du produit, la population et la survenue d'effets indésirables. Donc on note en 88 sur une série de 19 personnes 100% douleur localisée et 3 nécroses cutanées. En 2014, une nécrose étendue. Et dans l'étude prospective de 2016 de Roubaud-Baudron, environ 21,5% d'effets indésirables. Ceci pose des problèmes de comparaison par rapport aux différentes populations et pratiques d'emploi hétérogènes. A noter qu'il y a très peu de modèles d'études animales de la voie d'administration sous-cutanée d'antibiotiques. Dans ce contexte, il nous a paru intéressant de connaître en France les effets indésirables déclarés en interrogeant la base nationale de pharmacovigilance. Donc ceux-ci ont été au nombre de 577, dont 48,7% graves, 51,3% non graves. 37,1% des effets totaux ont amené ou ont prolongé une hospitalisation. 6,6% ont été médicalement significatifs. 2,6% ont engagé le pronostic vital et 2,4% ont été des cas de décès. Ici, il s'agit d'une représentation des effets indésirables par classe d'organes
en fonction de la gravité de l'effet, donc grave ou non grave. On retrouve en tête les affections de la peau et du tissu sous-cutané, c'est-à-dire de l'éruption cutanée localisée à généralisée, qui comprend également les manifestations allergiques, les troubles généraux et aussi d'administration, puis les affections hématologiques et gastro-intestinales, puis infectieuses secondaires, à type de diarrhée post-antibiothérapie ou de colite à Clostridium. Les effets indésirables pour les cas de décès ont été des événements hémorragiques par une interaction de la ceftriaxone chez des patients traités par anticoagulants, des infections à Clostridium difficile qui ont amené à une majoration d'une altération de l'état général, effet plurifactoriel, des syndromes de l'aïeul, thrombopénie, insuffisance rénale, un cas d'arrêt cardio-respiratoire dans un contexte d'anaphylaxie ou d'une injection intravasculaire d'anesthésique locale qui était administrée simultanément et qui est co-suspect, un cas de syndrome coronarien aigu. Les effets indésirables graves sont représentés ici par ordre de fréquence. Ils ne sont pas spécifiques de la voie sous-cutanée, sont rencontrés au même titre qu'avec les autres voies systémiques intraveineuses intramusculaires, hormis en ce qui concerne les problèmes aussi d'administration, dont les nécroses cutanées. Les cas non graves comportent les effets systémiques, donc par ordre de fréquence digestif, les cytopénies, interactions avec anticoagulants, atteintes hépatiques, atteintes neurologiques et vascularites. À noter de façon intéressante qu'il est absent des effets non graves et graves la pseudolithiage biliaire induite par la ceftriaxone par précipité de ceftriaxone calcium, qui sont décrits dans la littérature. Pour les effets non graves locaux, ils concernent 80% des effets non graves, dont 40% des notifications totales, à type de douleur, toute éruption, induration, tuméfaction, œdème et hématome aussi d'administration, ce qui concorde avec les problèmes de tolérance qui ont motivé les restrictions. À noter qu'il est très rare mention d'une prémédication antalgique et que l'évolution est considérée favorable dans 80% des cas, non rétablie dans 5% ou inconnue dans 3,7%. Donc plus particulièrement, je vais vous décrire les cas de nécrose cutanée qui sont décrites depuis 1985. Il y a un cas publié en 2014 qui concernait un octogénaire traité pour une endocardite infectieuse à streptocoque chez qui la ceftriaxone, après avoir été administrée intraveineuse pendant 8 jours, était reliée par voie sous-cutanée à 2 grammes par jour dans de la lidocaïne, suivi de l'apparition rapide 12 heures plus tard d'une nécrose. C'est le seul cas documenté histologiquement avec une vasculopathie thrombosante des vaisseaux dermiques chez un patient qui était sous HBPM avec réintroduction récente d'antivitamine K. Les nécroses cutanées ont concerné 3% des déclarations totales. L'analyse de ceux-ci se heurte aux problèmes suivants: les données manquantes, posologie rapportée dans 80% des cas, solvant non rapporté dans 89%, la dilution, le volume, la vitesse d'administration, les autres traitements du patient et le terrain du patient qui permettraient de refléter l'hétérogénéité ou l'homogénéité des pratiques ou de détecter des facteurs potentiellement associés à la survenue de cet effet. Les investigations des mécanismes physiopathologiques sont absentes ou non disponibles. Je vous ai représenté le nombre de déclarations d'effets par année. Ces cas ont été déclarés majoritairement par les professionnels de santé dans 83% des cas. Donc ces nécroses cutanées nécessitaient une prise en charge chirurgicale dans 17% des cas, ont évolué vers la guérison pour tous les cas. Dans 94% des cas, la ceftriaxone était le seul médicament suspect et était associé à un aminoside dans 6% des cas. Les patients concernés avaient de 23 à 99 ans, 72% de femmes et 28% d'hommes. Les comorbidités rapportées par ordre de fréquence étaient artériopathie, obésité, insuffisance rénale et diabète de type 2. La posologie utilisée en majorité était 1 g par jour dans 44% des cas. Solvant non mentionné dans 89% des cas et constitué par de la lidocaïne dans 17%. Les traitements concomitants étaient un soluté glucosé dans 17%, une HBPM dans 17% et antivitamine K dans 11%. Pas de corticothérapie associée. Délai d'apparition quasi immédiat à 7 jours après l'arrêt. La majorité des cas survenaient dans les 7 premiers jours. Il était noté une nécrose d'emblée dans 67% des cas et dans 28% des cas de lésions préalables, donc dans plusieurs cas des hématomes sous-cutanés. Il y a eu une réintroduction sans récidive de l'effet dans plusieurs cas, mais la comparabilité est questionnable parce que la modalité d'administration et de préparation de produits était différente. Donc se pose la question de la physiopathologie de cet effet. Donc est-ce que
Celui-ci est à rapprocher des cas de nécrose cutanée survenant sous AVK, en rapport avec un état transitoire d'hypercoagulité à l'initiation d'un traitement anticoagulant par déséquilibre entre facteurs et pro-anticoagulants, et dont les facteurs assentis potentiels sont un syndrome inflammatoire, un déficit ou résistance à la protéine C activée constitutionnelle ou acquise, un déficit en protéine S, les nécroses survenant sous HBPM qui sont actives de vasculopathie thrombosantes par dépôt de complexe humain, une artériopathie calcifiante non urémique ou calciphylaxie, ou alors est-ce qu'il peut se produire un trouble du métabolisme phosphocalcique local. Il est rapporté un effet inhibiteur propre des métalloprotéases matricielles calcium dépendantes par les céphalosporines dans l'étude de Santa Virta. Donc au total, les effets indésirables sont habituellement sous-déclarés et dans le cadre d'une utilisation en AMM, la fréquence sera encore plus difficile à estimer. Concernant l'administration d'antibiotiques par voie sous-cutanée, les facteurs associés à la survenue d'un effet indésirable retrouvés dans l'étude de 2016, référence numéro 9, étaient la vitesse d'injection et le type d'aiguille. La survenue d'effets indésirables dont les nécroses cutanées semble un phénomène multifactoriel dépendant des modalités d'utilisation, des comorbidités et de l'état aigu du patient. L'étude des pratiques d'utilisation de la ceftriaxone sous-cutanée et de la survenue d'effets indésirables est à poursuivre dans un but d'harmonisation qui pourrait permettre de sécuriser la tolérance avec l'ensemble des professionnels de santé impliqués, médecins, pharmaciens et infirmiers. Voilà, je vous remercie de votre attention.